sur le plan du capital risque et investissement, la France est déjà le premier de la zone euro. Et d'assez loin. Hein, donc on a été parmi les... On est du point de vue national, si j'ose dire, un peu intermédiaire entre les anglo-saxons et les Allemands, dont le financement des entreprises est beaucoup plus bancaire. Ils ont une relation aux banques différente et moins portée sur l'investissement en capital que chez nous. Le Brexit, il va surtout affecter les places boursières. Parce que là, effectivement, la place de Londres est considérable. Et d'ailleurs, elle est considérable en partie parce que nous-mêmes, nous y avons installé certaines de nos équipes bancaires. Le Brexit, pour le moment, il est en négociation. Donc, on va voir ce qui va se passer. C'est vrai qu'il y a un espoir pour les continentaux, si j'ose dire, de récupérer une partie du travail financier qui se faisait à Londres. Et ça arrivera sûrement, il y aura sûrement une partie des choses qui vont se déplacer. D'autre part, et surtout parce que sortir de l'Europe, c'est pas une petite affaire. Il y a énormément de traités qui vont devoir être modifiés, renégociés entre Londres et l'Union européenne. Il ne faut pas non plus imaginer que tout va aller dans un sens ou dans l'autre, que la place de Londres va rester ce qu'elle est et qu'on n'aura aucune retombée favorable pour les continentaux, mais croire aussi que les continentaux vont récupérer la moitié ou les trois quarts de l'activité britannique est peut-être un peu imprudent. Ah, du côté des startups, c'est loin d'être sûr. Il y a par exemple un tout petit pays qui a une très forte créativité en matière de startups, c'est Israël. Il n'est pas membre de l'Union européenne. Donc, je crois que les startups, elles sont moins concernées que la bourse proprement dite, les bonds, etc. Parce qu'elles sont par nature capables parce que légères au départ, capables d'aller ici ou là, suivant les opportunités. Donc, je ne pense pas que l'Angleterre sera complètement enfermée dans ses frontières parce qu'elle ne sera plus membre de l'Union européenne. Les startups que je connais, en règle générale, il arrivait qu'elles passent par Londres, mais elles avaient surtout en ligne de mire les États-Unis. Et le grand concurrent de tout le monde, c'est les États-Unis quand même. L'endroit où on a les gros fonds qui peuvent apporter les gros tickets, l'endroit où on a les gros acquéreurs qui peuvent s'acheter une entreprise à des prix battant toute concurrence, c'est quand même là, pour le moment. L'Union européenne peut progresser aussi et gagner en compétitivité par rapport à eux, par la mobilisation de l'épargne, parce que les États-Unis ont même cet avantage du système de pension, qui est que le stock des fonds de pension représente plusieurs fois leur PIB, ce qui n'est pas le cas des systèmes de répartition européens, et que dans ce système, donc il arrive tous les ans de l'argent à placer, hein, et que même quand on n'en met qu'1% dans les startups, ça fait beaucoup d'argent. Et puis c'est un marché unique aussi, de 300 millions d'habitants, alors que l'Europe l'est au sens strictement financier, mais pas tellement au sens, par exemple, des normes, des règles. Donc c'est vrai que quand vous avez un produit médical, par exemple, vous inventez une molécule, si vous arrivez à la faire agréer aux États-Unis, vous avez tout de suite 300 millions d'habitants au bout. En Europe, il faut quand même encore passer par plusieurs étapes. Donc il y a encore cet élément-là qui compte. Et donc je ne crois pas donc, sur le Brexit proprement dit, on aura un effet majeur sur les startups. Non, mais ils soignent, si j'ose dire. Je pense qu'ils pourraient sûrement en faire plus. Enfin, en tout cas, vu de l'endroit où je me tiens, c'est-à-dire ces petites entreprises, c'est vrai qu'on se dit souvent, si un grand lui tenait la main, comme elle irait plus vite. Hein, bon. Mais ça bouge. Et on le voit avec, par exemple, l'intérêt des banques françaises qui créent leur accélérateur, qui lancent un peu de recherche autour des startups de la fintech, par exemple. On le voit aussi avec les industriels qui regardent d'assez près les green tech, les biotech. Donc, on aimerait que ça soit plus, que ça soit mieux, mais ça commence. Et je pense que ça va se généraliser. Ce qu'on appelle le corporate venture, hein, c'est encore embryonnaire, mais c'est déjà conséquent et ça devrait se développer.
L'important, c'est la compréhension du fait que il peut être très bénéfique pour un grand groupe, pour même simplement une grande entreprise, sans parler de groupes internationaux mondiaux, d'acquérir une start-up, il ne faut pas qu'il étouffe non plus. Ce que je voudrais dire, qui est une chose un peu paradoxale d'ailleurs, c'est que on a, notamment dans les périodes de campagne électorale comme celle que nous connaissons, beaucoup d'expressions pessimistes. On présente beaucoup de choses comme inquiétantes, et quelques-unes le sont. Dans le domaine de l'innovation, enfin de l'innovation entrepreneuriale, je trouve que les choses vont plutôt bien. Il y a une dynamique, il y a des gens qui y croient, il y a des entreprises qui se créent, il y a des entreprises qui embauchent, il y a des perspectives qui s'ouvrent, et c'est un des éléments de notre économie dont on pourrait finalement se flatter d'abord, et puis surtout se réjouir. Bon. Alors évidemment, les gens heureux n'ont pas d'histoire, donc c'est vrai qu'on en parle un peu, hein, pas beaucoup. Hein. C'est vrai aussi que pour des gens qui, par exemple, appartiennent à l'industrie lourde et voient qu'on ferme une usine, ça leur fait une belle jambe, hein, c'est sûr qu'ils ne vont pas se retrouver tout le lendemain embauchés dans une boîte de biotechnologie. Mais il faut quand même noter ça, c'est une marche que nous n'avons pas ratée.